Le bruit de la pluie contre les fenêtres du restaurant Golden Lily créait un rythme régulier que Marcus Holloway ne remarquait presque plus. À 62 ans, il maîtrisait l'art d'exister dans des espaces sans vraiment les habiter. Son costume anthracite était impeccable, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, et ses mains bougeaient avec l'efficacité d'un homme qui avait passé des décennies à transformer des conversations en contrats et des relations en source de revenus. Ce soir-là était différent, même s'il ne savait pas vraiment pourquoi. Peut-être était-ce la façon dont la lumière ambrée des lustres se reflétait sur les gouttelettes de pluie sur les vitres, ou peut-être était-ce la douleur subtile dans sa poitrine, qui s'intensifiait chaque année. Le Golden Lily était son refuge habituel les soirs où le Penthouse lui semblait trop calme, où le poids de son empire l'écrasait comme une couverture suffocante. Il était assis seul à la table 17, la même banquette d'angle qu'il occupait tous les mardis depuis 3 ans. Le cuir était usé par sa présence, et le personnel savait qu'il valait mieux ne pas y installer quelqu'un d'autre. Il comprenait que Marcus Holloway accordait plus d'importance à la cohérence qu'à toute autre chose, que ses rituels ne devaient pas être perturbés. Le menu était posé devant lui, fermé. Il commandait toujours la même chose: saumon grillé, légumes vapeur, sans sauce. C'était pratique, efficace, sans surprise ni plaisir. Tout comme le reste de sa vie soigneusement construite. Une jeune femme s'approcha de sa table, ses mouvements gracieux malgré la fatigue évidente qui la recouvrait comme une seconde peau. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans, avec ses cheveux auburn tirés en arrière en une simple queue de cheval et ses yeux couleur nuage d'orage. Son uniforme était repassé et professionnel, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui trahissait de longues heures de travail et des difficultés profondes. « Bonsoir, monsieur Holloway », dit-elle d'une voix chaleureuse qui semblait sincère, malgré l'heure tardive. « Je m'appelle Sarah. Je m'occuperai de vous ce soir. » Marcus leva les yeux de son téléphone, sur lequel il examinait les projections trimestrielles, et se trouva pris au dépourvu. Il y avait quelque chose dans sa voix, une cadence particulière qui lui fit ressentir une secousse inattendue. Il examina son visage plus attentivement, remarquant la courbe de sa mâchoire, la façon dont elle inclinait légèrement la tête lorsqu'elle parlait. « Comme d'habitude, monsieur ?» demanda Sarah, déjà en train de chercher son bloc-notes. Mais Marcus n'écoutait plus ses paroles. Il était perdu dans un souvenir qui avait refait surface sans qu'il le veuille, aussi vif et douloureux que du verre brisé. Il y a 27 ans, dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et les rêves brisés, il avait tenu sa fille nouveau-née dans ses bras pendant exactement 17 minutes avant que la famille de sa femme ne détruise son monde. La bataille pour la garde avait été féroce et publique, relayée par les tabloïds qui le dépeignaient comme un requin d'affaires froid qui se souciait plus de ses stock-options que de son enfant. Le père de son ex-femme, un juge fédéral dont les relations étaient plus profondes que des puits de pétrole, avait orchestré chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Lorsque la poussière juridique fut retombée, Marcus avait perdu tout ce qui comptait: sa fille, son mariage et tout espoir de rédemption. Sarah se tortilla, mal à l'aise sous son regard intense. « Monsieur, voulez-vous que je vous accorde encore quelques minutes ?» La question le ramena au présent, mais la ressemblance était indéniable maintenant qu'il la regardait vraiment. La forme de ses yeux, la courbe de sa bouche lorsqu'elle parlait, même la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, dont il se souvenait depuis ces quelques mois précieux où il avait été autorisé à lui rendre visite sous surveillance. « Quel est votre nom de famille ?» Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir, durs et pressants. Sarah cligna des yeux, visiblement décontenancée par cette question personnelle. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne pense pas que cela ait vraiment de rapport avec votre expérience culinaire. S'il vous plaît. » Le désespoir dans sa voix était flagrant, embarrassant. Marcus Holloway, qui n'avait jamais supplié personne de toute sa vie, implorait une serveuse dans un restaurant. « Dites-moi simplement votre nom de famille. »
Quelque chose dans son ton dut la toucher, car son attitude défensive s'adoucit légèrement. « C'est Chen », dit-elle doucement. « Sarah Chen. » Ce nom le frappa comme un coup physique. Chen, son ex-femme, avait épousé un homme nommé David Chen lorsque leur fille avait 3 ans. Les papiers d'adoption avaient été déposés dans les 6 mois, effaçant légalement Marcus de la vie de son propre enfant. Emma Holloway était devenue Emma Chen, et toutes ses tentatives pour rester en contact avaient été accueillies par des ordonnances restrictives et des menaces de poursuites judiciaires. « Emma », murmura-t-il, le nom sortant de ses lèvres comme une prière. Le bloc-notes de Sarah glissa de ses doigts et tomba bruyamment sur le sol. Son visage pâlit, et elle agrippa le bord de la table, comme si le monde venait de basculer sous ses pieds. « Comment m'avez-vous appelé » Le restaurant continuait de bourdonner tranquillement autour d'eux, mais pour Marcus, tout le reste s'était estompé pour ne devenir qu'un bruit de fond. Elle était là, la fille qu'il avait perdue, l'enfant qu'il avait cherché dans chaque foule, chaque photographie, chaque nuit blanche pendant plus de 2 décennies. Elle était vivante, elle était belle, et elle se tenait à 1 mètre de lui, portant un nom qui n'était pas le sien, mais avec des traits qui étaient indéniablement les siens. « Ton nom de naissance », dit Marcus, la voix plus ferme maintenant, mais remplie d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Avant l'adoption. C'était Emma Holloway. La main de Sarah se porta instinctivement à sa gorge, où un petit pendentif reflétait la lumière. C'était un simple médaillon en argent, rien de coûteux ni de remarquable, mais Marcus le reconnut immédiatement. Il l'avait acheté pour sa femme pendant sa grossesse, avec l'inscription « Pour notre petite étoile au dos ». C'était la seule chose qu'il avait réussi à offrir à sa fille avant que tout ne s'écroule. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Sarah, mais sa voix manquait de conviction. Ses doigts tripotaient nerveusement le médaillon, une habitude que Marcus lui connaissait depuis qu'elle était toute petite, toujours en train de jouer avec les petits trésors qu'elle transportait. « Le médaillon, » continua Marcus, le cœur battant à tout rompre. « Il y a une inscription au dos. Pour notre petite étoile. Je l'ai acheté il y a 28 ans, 2 mois avant ta naissance. » Sarah pâlit complètement. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, comme si la distance pouvait, d'une manière ou d'une autre, nier la vérité impossible qui planait entre eux. « Vous vous trompez. Vous devez vous tromper. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, Marcus pouvait voir la reconnaissance poindre dans ses yeux. Les morceaux de son enfance, brisés, se mettaient en place, les lacunes de sa mémoire soudainement illuminées par cette rencontre fortuite. Il pouvait presque voir son esprit s'emballer, reliant des points qu'elle n'avait jamais été autorisée à relier auparavant. Le Golden Lily était devenu le théâtre de la scène la plus importante de la vie de Marcus, et il était terrifié à l'idée de dire la mauvaise réplique, de la perdre à nouveau alors qu'il venait de la retrouver. 27 ans de regrets et de nostalgie se cristallisaient en cet instant unique, ce fragile pont entre le passé et le présent. « Ta mère t'a dit que j'étais mort, n'est-ce pas ?» demanda Marcus doucement, même si ces mots avaient un goût amer dans sa bouche. C'est ce qui était écrit sur les papiers d'adoption. Père décédé. Sarah respirait par petits halètements et Marcus comprit qu'elle était au bord de la panique. Le bruit ambiant du restaurant semblait crescendo autour d'eux, créant une bulle d'intimité au milieu du chaos. Il voulait la toucher, la réconforter, mais il savait que le moindre mouvement brusque pourrait la faire fuir. « J'ai besoin de m'asseoir » murmura Sarah, et sans attendre la permission, elle se glissa dans la banquette en face de lui. Marcus ne manqua pas de remarquer l'ironie du sort. Après avoir rêvé pendant des décennies de ces retrouvailles, elle se déroulait dans un restaurant où elle lui servait le dîner. Toute sa richesse, tout son pouvoir, tous ses plans soigneusement élaborés pour la retrouver, avaient été réduits à néant par un pur hasard et un changement d'équipe le mardi soir. Il étudia à nouveau son visage, mémorisant chaque détail. Elle avait la structure osseuse délicate de sa mère, mais le menton obstiné de son père
et la même concentration intense qu'il reconnaissait en se regardant dans le miroir. Des rides de fatigue autour de ses yeux témoignaient de difficultés qu'il n'avait pas été là pour l'aider à surmonter, et le fait de savoir qu'il avait été absent pendant les moments les plus difficiles de sa vie le touchait plus profondément que toutes les pertes commerciales qu'il avait jamais subies. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda finalement Sarah, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Dans ce restaurant, je veux dire. Vous venez souvent ici ?»« Tous les mardis depuis 3 ans, admit Marcus. Je ne m'attendais pas à... Je n'aurais jamais pensé vous trouver ainsi. » Cette confession resta suspendue entre eux, lourde de sous-entendus. Il avait cherché, toujours cherché, mais jamais aux bons endroits. Alors qu'il engageait des détectives privés et vérifiait les registres d'adoption dans des villes lointaines, elle était là depuis le début, travaillant dans un restaurant à 15 minutes de son bureau. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, mais elle les refoula avec le sang-froid de quelqu'un qui avait appris très tôt à ne pas montrer sa vulnérabilité. « J'ai tellement de questions, dit-elle. « J'ai les réponses, répondit Marcus. Ou du moins, j'ai ma version de la vérité. » Le poids de 27 années pesait sur eux deux. Il y avait des explications à donner, des blessures à reconnaître et une relation à reconstruire à partir de zéro. Mais pour l'instant, à cet instant précis, il suffisait qu'ils respirent le même air, partagent le même espace, n'étant plus des étrangers, mais pas encore père et fille. La pluie continuait de marteler les fenêtres, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite, dans ces retrouvailles impossibles auxquelles aucun d'eux n'avait osé croire. Le silence s'étendait entre eux comme un gouffre creusé par des décennies. Les doigts de Sarah effleurèrent au bord du médaillon à son cou, un geste si familier que Marcus sentit sa poitrine se serrer. Il l'avait vue faire la même chose lorsqu'elle était enfant, s'agrippant à tout ce qui pouvait la réconforter lorsque le monde lui semblait trop grand et incertain. « Je me souviens de fragments, » dit finalement Sarah, d'une voix fragile, comme du verre soufflé. Des rêves qui semblaient trop réels pour être des rêves. Un homme, aux yeux bienveillants, qui me lisait des histoires de princesses courageuses. Une voix qui chantait des berceuses dans une pièce, qui sentait le cèdre et l'après-rasage. Marcus eut la gorge serrée. La chambre d'enfant qu'il avait aménagée dans son penthouse, avec ses meubles en cèdre sculptés à la main, et ses murs peints pour ressembler à une forêt enchantée. Il avait passé des mois à planifier chaque détail, imaginant les histoires qu'il partagerait avant de s'endormir, les souvenirs qu'il créerait. Tout cela avait été démantelé en moins d'une semaine après la décision de garde, emballé comme les preuves d'un crime qu'il n'avait jamais commis. « Tu avais un éléphant en peluche qui s'appelait Peanut, » dit Marcus doucement. « Tu l'emmenais partout avec toi. Il lui manquait une oreille parce que tu aimais la mâchouiller quand tu réfléchissais. » Une larme coula sur la joue de Sarah, malgré ses efforts pour la retenir. « Je l'ai toujours, » murmura-t-elle. « Il est dans une boîte dans mon appartement. Je n'ai jamais pu le jeter, mais je n'ai jamais compris pourquoi il comptait autant pour moi. » Cette révélation frappa Marcus comme un coup physique. Malgré toutes ces années de séparation, malgré les mensonges, les obstacles juridiques et le faux certificat de décès, une partie de leur lien avait perduré. Elle avait conservé une partie de lui sans même savoir que c'était lui qu'elle gardait. « Ta mère !» commença Marcus, puis il s'interrompit. Comment expliquer cette femme qui avait été à la fois l'amour de sa vie et l'architecte de sa plus profonde douleur? Elle était jeune quand nous nous sommes rencontrés. Brillante, belle, mais prisonnière d'une famille qui mesurait la valeur des gens à leur statut social et à leurs relations politiques. Quand elle est tombée enceinte, son père a vu cela comme une catastrophe qu'il fallait gérer. Sarah serra les mâchoires, et Marcus reconnut dans ce geste son propre caractère obstiné. « C'est donc toi qui étais le problème à éliminer. » J'avais 28 ans, je dirigeais une petite société d'investissement qui commençait tout juste à rapporter de l'argent. Mais je n'étais pas assez riche. Je n'avais pas la bonne lignée, ni les bonnes relations. Le juge Harrison
m'a clairement fait comprendre que j'étais une erreur de sa fille. Une erreur qui pouvait être corrigée avec suffisamment de pression et les bonnes manœuvres juridiques. L'amertume dans sa voix le surprit lui-même. Marcus avait passé des années à enfouir ses émotions sous des couches de réussite professionnelle et d'indifférence calculée. Mais assis en face de sa fille perdue, les blessures semblèrent fraîches et à vif, comme si elles avaient été infligées la veille. « Il a dit à tout le monde que tu étais mort », dit Sarah d'une voix creuse. « À ma mère, à mon beau-père, à tout le monde. Ils ont dit que tu étais mort dans un accident de voiture avant ma naissance. Il y avait même une fausse nécrologie. » Marcus serra les poings sur la table. L'ampleur de la supercherie était stupéfiante, même pour un homme qui avait été témoin d'innombrables trahisons dans le monde des affaires. Ils ne s'étaient pas contentés de lui prendre sa fille. Ils avaient assassiné sa mémoire, effaçant son existence si complètement qu'elle avait grandi en se croyant orpheline d'un fantôme. « J'ai essayé de me battre, » dit Marcus, les mots sortant durs et désespérés. « J'ai dépensé tout ce que j'avais en avocat, détective privé, appel. Mais ton grand-père avait été juge fédéral pendant 30 ans. Il connaissait tous les juges, tous les greffiers, tous les procureurs de 3 États. Mon équipe juridique était comme des enfants jouant avec des soldats miniatures contre une véritable armée. Pourquoi n'as-tu pas essayé de me contacter quand j'ai grandi ?» La question ne contenait aucune accusation, seulement une profonde tristesse qui fit mal au cœur de Marcus. « J'ai essayé. » L'adoption était scellée, tes dossiers classés secrets. Tous les détectives privés que j'ai engagés se sont heurtés à des murs érigés spécialement pour m'empêcher d'entrer. Quand tu as eu 18 ans, j'ai fait surveiller toutes les universités de l'État, dans l'espoir que tu t'inscrives quelque part où je pourrais te retrouver. Mais Emma Chen avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Sarah absorba cette information avec l'attention prudente de quelqu'un qui avait appris à ne pas faire facilement confiance. Marcus voyait qu'elle évaluait ses paroles, les confrontait à ses propres souvenirs fragmentés et à l'histoire officielle qu'on lui avait racontée pendant des décennies. « J'ai repris mon ancien nom, dit-elle doucement, quand j'ai eu 21 ans. Pas Holloway, parce que je ne savais pas que c'était mon vrai nom. Mais je ne me suis jamais sentie comme une Chen. J'ai choisi Sarah parce que ce nom me semblait plus mien qu'Emma ne l'avait jamais été. » Cette simple déclaration reflétait toute une vie de confusion identitaire. Marcus comprit que pendant qu'il cherchait Emma Chen, elle essayait de se trouver en tant que Sarah, tous deux poursuivant les ombres d'une vérité délibérément obscurcie. « Et ta mère ?» demanda Marcus, bien qu'il redoute la réponse. « C'est elle que tu es ici ? Que tu travailles ?» Le visage de Sarah s'assombrit, et pendant un instant, elle ressembla exactement à son grand-père, avec ses traits anguleux et sa fureur à peine contenue. Elle est morte il y a 3 ans, d'un cancer. David, mon beau-père, s'est remarié 6 mois plus tard. Sa nouvelle femme m'a clairement fait comprendre que je lui rappelais un passé douloureux qu'elle préférait oublier. Je suis seul depuis lors. Cette révélation frappa Marcus comme un coup de massue. Pendant qu'il bâtissait son empire et pansait ses blessures, sa fille se débattait seule, menant des combats qu'il aurait dû l'aider à affronter. L'argent qu'il avait dépensé en détective privé et en frais juridiques aurait pu payer ses études, lui offrir la sécurité et les opportunités qu'elle méritait. « Je suis désolé, dit-il, mais ces mots lui semblaient terriblement insuffisants. J'aurais dû trouver un moyen. J'aurais dû faire plus d'efforts. » « Tu ne pouvais pas savoir, » répondit Sarah, mais il y avait dans sa voix une distance qui n'était pas là auparavant. Le choc initial de la reconnaissance s'estompait, remplacé par des émotions plus complexes de colère, de chagrin et un profond sentiment de perte qui ne pouvait être facilement réparé. Un serveur s'approcha de leur table avec hésitation, conscient qu'il se passait quelque chose d'important, mais ne sachant pas s'il devait les interrompre. Sarah leva les yeux
et sembla se rappeler où elle était et ce qu'elle était censée faire. Le charme de leur retrouvaille fut rompu par la réalité banale de son travail, de ses responsabilités, de la vie qu'elle s'était construite sans lui. « Je dois retourner travailler », dit-elle en commençant à se glisser hors de la banquette. « Mon responsable va remarquer mon absence si je reste trop longtemps. » La panique envahit Marcus. Il l'avait retrouvée après 27 ans, et maintenant elle s'éloignait à nouveau. L'idée de la perdre une seconde fois était insupportable, mais il voyait les murs se dresser derrière ses yeux, les mécanismes de défense qu'elle avait développés pour survivre dans un monde qui n'avait jamais été particulièrement gentil avec elle. « Attends », dit-il en tendant la main par-dessus la table sans réfléchir. Ses doigts effleurèrent les siens, et ce contact envoya une décharge électrique à travers eux deux. « Ne disparais pas à nouveau, s'il te plaît. Je sais que c'est bouleversant. Je sais que cela change tout, mais je ne peux pas te perdre une deuxième fois. » Sarah fixa leurs mains jointes, et Marcus pouvait voir son combat intérieur se refléter sur son visage. Une partie d'elle voulait s'enfuir, se réfugier dans le territoire plus sûr de l'ignorance, maintenir la distance prudente qu'elle avait cultivée par rapport aux vérités douloureuses. Mais une autre partie, celle qui avait gardé Peanut toutes ces années et choisi un nom qui lui semblait être le sien, avait désespérément besoin d'un lien. « Je ne sais pas comment faire », admit-elle, la voix légèrement brisée. « Je ne sais pas comment avoir un père. Je suis seule depuis si longtemps. » « Moi non plus », avoua Marcus. « Je ne sais pas comment être le père d'une femme adulte que je n'ai jamais vraiment connue. Mais je veux apprendre. Je veux essayer, si tu me laisses mandar, qui te laisse faire. » Le restaurant continuait à jouer sa symphonie tranquille autour d'eux, mais Marcus avait l'impression qu'ils existaient dans une bulle hors du temps et de l'espace. Ce moment allait définir tout ce qui allait suivre, déterminer si les 27 prochaines années seraient marquées par un lien ou par une séparation continue. Sarah retira doucement ses mains, mais ne se leva pas. « Je finis mon service à 11 heures, » dit-elle finalement. « Il y a un restaurant ouvert toute la nuit à 3 pâtés de maison au nord d'ici. Mel's Place. Si tu veux continuer à discuter, vraiment discuter, rejoins-moi là-bas. » C'était un pont provisoire, fragile et incertain, mais c'était déjà quelque chose. Marcus acquiesça, ne se fiant pas à sa voix pour rester calme. Alors que Sarah se levait et lissait son uniforme, il pouvait voir qu'elle rassemblait son sang-froid professionnel comme une armure, se préparant à affronter le reste de son service avec ce secret monumental qui brûlait dans sa poitrine. « Sarah », l'appela-t-il doucement, alors qu'elle se retournait pour partir. Elle s'arrêta, le regardant avec des yeux qui renfermaient une vie entière de questions et une lueur d'espoir à peine perceptible. « Je n'ai jamais cessé de te chercher, » dit Marcus. « Pas un seul jour. » Cette confession resta suspendue dans l'air entre eux, lourde de promesses et de possibilités. Sarah acquiesça d'un signe de tête, un geste qui pouvait signifier tout et n'importe quoi, puis s'éloigna pour s'occuper de ses autres tables, laissant Marcus seul avec les décombres de son monde, soigneusement ordonné, et le cadeau miraculeux d'une seconde chance qu'il n'avait jamais osé croire méritée. Les 2 heures suivantes passèrent, comme des siècles pour Marcus. Il resta à la table 17 longtemps, après que son saumon intact eut refroidi, fixant son reflet dans les vitres striées de pluie, tandis que son esprit passait en revue des scénarios qu'il avait répétés d'innombrables fois, mais qu'il ne s'était jamais attendu à vivre réellement. Toutes les quelques minutes, il apercevait Sarah se déplacer entre les tables avec une efficacité rodée, son sourire professionnel ne rejoignant jamais tout à fait ses yeux. Il l'observait interagir avec les autres clients, remarquant la façon dont elle penchait la tête lorsqu'elle prenait les commandes, comment elle repoussait inconsciemment une mèche de cheveux derrière son oreille lorsqu'elle se concentrait. Ces petits gestes lui semblaient être des découvertes archéologiques, des fragments de la personne qu'elle était devenue pendant toutes ces années où il avait été absent. La petite fille qui avait ri de ses voix ridicules était devenue cette femme posée et résiliente
qui se comportait avec une dignité tranquille, qui lui brisait le cœur et le remplissait d'une fierté farouche. À 10h30, Marcus paya sa note, les mains légèrement tremblantes lorsqu'il signa l'addition. Il laissa un pourboire bien plus généreux que d'habitude, même s'il soupçonnait Sarah de le trouver condescendant plutôt qu'utile. Tout semblait semé d'embûches, de mines cachées dans les interactions les plus simples. Comment reconstruire une relation qui avait été détruite avant même d'avoir vraiment commencé? Le trajet jusqu'au Mel's Place le conduisit à travers des rues qui semblaient transformées par les révélations de la soirée. Le paysage urbain familier lui semblait désormais étranger, comme s'il le voyait avec un regard différent. Chaque devanture de magasin, chaque lampadaire, chaque fissure dans le trottoir existait dans un monde où sa fille était vivante et travaillait à 3 pâtés de maison de son bureau. Cette connaissance réécrivit sa compréhension de tout. Mel's Place était exactement ce que son nom suggérait. Un restaurant sans fioritures, avec des banquettes en vinyle craquelé, un éclairage fluorescent qui bourdonnait comme des insectes en colère, et une odeur permanente de café et de graisse de friture. C'était l'antithèse de l'atmosphère raffinée du Golden Lily, et Marcus se sentait étrangement réconforté par son honnête délabrement. C'était un endroit propice aux vraies conversations, et non aux dîners d'affaires soigneusement chorégraphiés qui constituaient la plupart de ses interactions sociales. Il choisit une banquette dans un coin et commanda un café dont il n'avait pas envie à une serveuse qui semblait travailler en double équipe depuis l'administration Carter. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insupportable. Et si Sarah changeait d'avis? Et si l'ampleur de ce qui s'était passé la submergeait et qu'elle décidait qu'il était plus sûr de disparaître dans la foule anonyme de la ville? À 11h15, la clochette au-dessus de la porte tinta, et Sarah entra. Elle avait troqué son uniforme de travail contre un jean et un pull qui la faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. Ses cheveux étaient désormais détachés et tombaient en boucle sur ses épaules, et Marcus fut frappé par sa ressemblance avec sa mère, au même âge. Cette ressemblance était à la fois un cadeau et un coup de poignard dans son cœur. Elle se glissa dans la banquette en face de lui, avec les mouvements prudents de quelqu'un qui s'approche d'un animal sauvage, susceptible de s'enfuir au moindre geste brusque. La serveuse apparut instantanément, versant du café sans qu'on le lui demande, et Sarah enroula ses mains autour de la tasse, comme pour puiser de la chaleur dans sa surface en céramique. « J'ai failli ne pas venir, dit-elle sans préambule. Je suis restée assise dans ma voiture pendant 10 minutes, à me demander si c'était la chose la plus stupide que j'avais jamais faite. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis » demanda Marcus, craignant d'entendre la réponse, mais ayant besoin de savoir. Les doigts de Sarah trouvèrent à nouveau le médaillon, ce geste nerveux qui semblait la stabiliser lorsque le monde lui semblait instable. J'ai réalisé que j'avais attendu toute ma vie cette conversation, même si je ne savais pas ce que j'attendais. Les rêves, le sentiment qu'il me manquait quelque chose, le fait que je ne me sentais jamais à ma place, nulle part. Peut-être que je dois arrêter de fuir les vérités difficiles. L'honnêteté dans sa voix était dévastatrice. Marcus pouvait voir le courage qu'il lui fallait pour s'asseoir ici, pour s'ouvrir à la possibilité d'une nouvelle souffrance après une vie de déception. Elle avait tout à fait le droit de partir, de se protéger des complications qu'il pourrait apporter à son indépendance soigneusement construite. « Parle-moi de ta vie, » dit Marcus. « La vraie version, pas le résumé édulcoré. Je veux savoir qui vous êtes, ce qui compte pour vous, ce qui vous empêche de dormir la nuit. » Sarah eut un rire amer, teinté d'épuisement. « Vous êtes sûr de vouloir la vérité sans filtre ? Ce n'est pas une histoire très inspirante. J'ai manqué 27 ans de votre histoire. Je veux tout savoir, que ce soit inspirant ou non. » Elle scruta son visage comme si elle essayait de déterminer s'il pourrait supporter le poids de sa réalité. Ce qu'elle y vit dut la convaincre,
car elle se mit à parler avec le débit hésitant de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être vraiment écouté. Après la mort de maman, j'ai découvert que la police d'assurance vie dont elle parlait toujours n'existait pas. David l'avait encaissée des années plus tôt pour couvrir de mauvais investissements. La maison a été saisie, et sa nouvelle femme m'a clairement fait comprendre que j'avais exactement 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. J'avais 2000 $ d'économie et un diplôme en arts libéraux qui s'est avéré ne valoir pratiquement rien sur le marché du travail. Marcus sentit sa mâchoire se crisper, mais il resta silencieux, sentant que toute interruption la ferait se replier dans un silence protecteur. « Je cumule 2 emplois depuis 3 ans, poursuivit Sarah. Je travaille dans un restaurant le soir et je nettoie des immeubles de bureaux le matin. Je vis dans un studio de la taille de votre salle à manger et je n'ai pas consulté de médecin depuis 2 ans, car je n'ai pas les moyens de m'offrir une assurance maladie. Je mange des nouilles ramen 4 soirs par semaine et je considère comme un luxe le fait de pouvoir acheter du café de marque. » Cette énumération désinvolte de ses difficultés frappa Marcus comme des coups physiques. Alors qu'il accumulait richesse et influence, bâtissant un empire qui n'avait aucun sens, sans personne avec qui le partager, sa fille luttait pour survivre dans un monde qui n'offrait aucun filet de sécurité aux jeunes femmes dont la mère était décédée et dont le beau-père était indifférent. « J'aurais pu t'aider, dit-il d'une voix rauque, l'émotion contenue. Si j'avais su, si je t'avais trouvé plus tôt, j'aurais pu faire en sorte que tu n'aies jamais à vivre comme ça. » « Mais tu ne savais pas, » répondit Sarah, sans accusation dans le ton, seulement une acceptation lasse qui rendait les choses encore pires. « Et j'ai survécu. Je ne cherche ni pitié ni secours, j'ai appris à prendre soin de moi. » « Ce n'est pas de la pitié, » dit Marcus fermement, « c'est du regret. C'est la rage d'un père face à un système qui a laissé tomber son enfant. Tu n'aurais pas dû apprendre à survivre seul. Tu aurais dû pouvoir te concentrer sur la découverte de qui tu voulais devenir, et pas seulement sur la façon de payer ton loyer. » Sarah perdit légèrement son sang-froid, et Marcus vit des larmes menacer de couler avant qu'elle ne les chasse d'un battement de cils, avec une efficacité acquise à force de pratique. Tu sais ce qui était le pire. Ce n'était pas la pauvreté, ni la solitude, ni même de voir maman dépérir dans un lit d'hôpital qu'elle ne pouvait pas se permettre. C'était le sentiment que j'étais fondamentalement brisé, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi et qui poussait les gens à partir. « Il n'y avait rien qui n'allait pas chez toi, » dit Marcus avec une intensité tranquille. « On t'a volé. Chaque jour, tu te sentais abandonné. Chaque nuit, tu te couchais en te sentant rejeté. C'était du temps qui nous était volé à tous les deux, par des gens qui pensaient en savoir plus que l'amour lui-même. » Les mots restèrent suspendus entre eux, bruts et honnêtes, d'une manière que le langage corporatif habituel de Marcus ne pouvait jamais être. Il avait passé des décennies à apprendre à communiquer par euphémisme et ambiguïté stratégique, mais ce moment exigeait rien de moins que la vérité absolue. « J'avais l'habitude d'inventer des histoires à ton sujet, » admit Sarah, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Différentes versions selon mon humeur. Parfois, tu étais un soldat mort héroïquement dans une guerre à l'étranger. Parfois, tu étais un artiste célèbre qui avait dû m'abandonner pour me protéger de son mode de vie dangereux. Une fois, alors que j'étais très en colère contre maman pour quelque chose, je me suis convaincu que tu étais un prince d'un pays exotique qui reviendrait me chercher quand j'aurais 18 ans. » Marcus eut la gorge serrée. Pendant qu'il engageait des détectives privés et vérifiait les registres des hôpitaux, elle inventait des contes de fées pour combler le vide laissé par son absence. Leurs recherches parallèles l'un de l'autre, séparés par les ressources et les informations mais unis par le désir, semblaient être une cruauté cosmique. « Quelle était ta version préférée ?» demanda-t-il. « Celle où tu ne savais rien de moi, » répondit Sarah sans hésiter. « Celle où tu aurais remué ciel et terre pour me retrouver, si seulement tu avais su que j'existais. C'était le seul scénario dans lequel je pouvais croire que quelqu'un, quelque part, pouvait réellement vouloir de moi. »
Cette confession brisa quelque chose dans la poitrine de Marcus. Elle avait deviné la vérité sans aucune preuve, avait choisi de croire en un amour qu'elle n'avait jamais connu, plutôt que d'accepter qu'elle était tout simplement indésirable. La foi que représentait ce choix était à la fois déchirante et miraculeuse. « Ce n'était pas seulement ton histoire préférée, » dit Marcus, la voix chargée d'émotion. « C'était la vérité. J'ai vraiment remué ciel et terre, mais je n'étais pas assez puissant pour déplacer les personnes qui se dressaient entre nous. » Sarah tendit alors la main par-dessus la table, ses doigts trouvant les siens avec le même courage hésitant dont elle avait fait preuve toute la soirée. Le contact fut électrique, un circuit refermé, après des décennies d'interruptions. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, tous deux submergés par la simple réalité de cette connexion. « Je ne sais pas comment croire cela, » dit finalement Sarah. « Je ne sais pas comment croire que ce n'est pas juste une autre version des histoires que je me racontais. » « Alors ne fais pas confiance, me disais-je pour me sentir mieux, » répondit Marcus. « Laisse-moi te le prouver. Laisse-moi te montrer que c'est réel, que je ne vais nulle part cette fois-ci. Je sais que je ne peux pas effacer les 27 dernières années, mais je peux m'assurer que les 27 prochaines seront différentes. » Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête, projetant des ombres dures sur leur visage. Mais Marcus ne s'était jamais senti aussi présent à aucun moment de sa vie. Les fusions et les réunions du conseil d'administration, qui avaient accaparé son attention pendant des décennies, lui semblaient soudain être des distractions élaborées pour l'éloigner de cette conversation, la seule qui ait jamais vraiment compté. Sarah retira ses mains, mais doucement, sans le retrait défensif qu'il avait redouté. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, » dit-elle. « Cela change tout ce que je pensais savoir sur ma vie, sur moi-même. Je ne peux pas simplement appuyer sur un bouton et avoir soudainement un père. »« Prends tout le temps dont tu as besoin, » dit Marcus, même si son instinct lui criait de s'accrocher à ce moment, de ne jamais la laisser partir à nouveau. « Mais s'il te plaît, laisse-moi te donner mon numéro. Fais-moi savoir que tu es en sécurité. J'ai passé 27 ans sans savoir si tu étais vivante ou morte. Je ne peux pas retourner à cette incertitude. » Sarah acquiesça et sortit un téléphone qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Alors que Marcus lui dictait son numéro personnel, celui auquel seuls ses plus proches associés avaient accès, il réalisa qu'il donnait essentiellement à sa fille le pouvoir de bouleverser toute son existence soigneusement ordonnée. Cette pensée ne l'effrayait pas autant qu'elle aurait dû. Au contraire, elle le remplissait d'un espoir si intense qu'il en était presque douloureux. « Tu répondras si je t'appelle » demanda Sarah, et la vulnérabilité de sa question lui brisa le cœur. « De jour comme de nuit, promit Marcus. Réunion du conseil d'administration, conférence téléphonique, négociations internationales. Rien ne sera jamais plus important que d'avoir de tes nouvelles. » Alors qu'il s'apprêtait à quitter le restaurant, Marcus fut frappé par le sentiment d'anticlimax que lui procurait ce moment, comparé au fantasme de retrouvailles qu'il avait nourri pendant des années. Il n'y eut pas de déclaration dramatique, pas d'étreinte larmoyante, pas de guérison instantanée de blessures vieilles de plusieurs décennies. Au lieu de cela, il n'y eut que ceci: 2 personnes brisées, essayant de trouver comment construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de ce qui aurait dû être. Mais peut-être, pensa Marcus, en regardant Sarah marcher vers sa voiture, était-ce exactement à cela que ressemblait le véritable amour? Pas les retrouvailles de contes de fées qu'il avait imaginées, mais le travail lent et minutieux de 2 personnes qui choisissaient de se faire confiance, malgré toutes les raisons de ne pas le faire. La pluie avait cessé pendant qu'ils étaient à l'intérieur, et les rues brillaient de la lumière réfléchie, comme si le monde lui-même avait été lavé et préparé pour tout ce qui allait suivre. Marcus conduisait dans les rues désertes, l'esprit embrumé, les mains crispées sur le volant. La ville lui semblait différente, transformée par la certitude que quelque part dans son labyrinthe de bâtiments et d'ombres, sa fille rentrait chez elle dans un studio qu'il n'avait jamais vu, porteuse de secrets et de difficultés qu'il commençait seulement
à comprendre. Quand il arriva à son appartement-terrasse, le silence lui sembla oppressant comme jamais auparavant. L'espace qui avait autrefois représenté le summum de sa réussite ressemblait désormais à un mausolée, rempli d'objets coûteux qui n'avaient aucun sens, sans personne avec qui les partager. Il se servit 3 doigts de scotch et se tint devant les baies vitrées, contemplant le paysage scintillant de son empire. Son reflet le fixait, et pour la première fois depuis des années, Marcus se regarda vraiment. Les cheveux argentés, les rides autour des yeux, la façon dont ses épaules commençaient à porter le poids des décennies. Il avait 62 ans et avait passé les 27 dernières années à ériger autour de son cœur des murs si hauts qu'il avait oublié ce que c'était que d'espérer autre chose que le prochain rapport trimestriel. Le scotch lui brûlait la gorge, mais il ne parvenait pas à réchauffer le vide glacial qui s'était installé dans sa poitrine. Il l'avait trouvé. Après toutes ces années passées à la chercher, à s'interroger, à pleurer une fille qui était vivante mais qu'il avait perdue, elle servait du café et débarrassait les tables à 15 minutes de son bureau. L'ironie cosmique de la situation était presque insupportable. Son téléphone vibra sur le comptoir en marbre et le cœur de Marcus bondit avant qu'il ne réalise qu'il s'agissait simplement de son assistant qui lui confirmait son emploi du temps pour le lendemain. La déception était écrasante, même s'il savait qu'il était irréaliste d'espérer que Sarah l'appelle si tôt. Elle avait besoin de temps pour digérer la situation, pour décider si elle voulait de lui dans sa vie ou si cette soirée avait suffi à lui permettre de tourner définitivement la page. Mais que se passerait-il si elle décidait qu'il ne valait pas la peine de prendre ce risque? Et si le confort de son indépendance soigneusement construite l'emportait sur les complications désordonnées liées au fait de le laisser entrer dans sa vie? Marcus avait passé des décennies à lire dans les pensées des gens, à comprendre leurs motivations et à tirer parti de leurs désirs pour conclure des affaires. Mais sa fille était un mystère pour lui, façonné par des expériences qu'il n'avait pas partagées et des épreuves qu'il n'avait pas été là pour l'aider à affronter. Il repensa à la façon dont elle avait touché ce médaillon, ce geste inconscient qui avait déverrouillé des souvenirs qu'il avait enfouis si profondément qu'il en avait oublié l'existence. L'éléphant en peluche nommé Peanut, posé dans une boîte dans son appartement, comme un talisman d'une enfance qui leur avait été volée à tous les deux. Combien d'autres fragments de leur lien perdu étaient éparpillés dans sa vie, attendant d'être redécouverts? Le verre de scotch était vide, mais Marcus ne fit aucun geste pour le remplir. L'alcool ne résoudrait pas le problème de la reconstruction d'une relation qui n'avait jamais pu véritablement commencer. Il ne comblerait pas le fossé entre l'homme d'affaires prospère qu'il était devenu et le père qu'il avait toujours voulu être. Plus important encore, il n'effacerait pas les années de lutte et de solitude qui avaient fait de Sarah une personne qui privilégiait la survie aux sentiments. Son esprit dériva vers les préoccupations pratiques que sa fille était trop fière pour exprimer. Le studio probablement trop cher et mal chauffé. Les 2 emplois qui l'épuisaient lentement. Les soins médicaux qu'elle ne pouvait pas se permettre et les rêves qu'elle avait probablement abandonnés depuis des années. Marcus avait les moyens de résoudre tous ces problèmes d'un simple coup de fil, mais il comprenait aussi qu'offrir son aide trop rapidement pourrait être perçu comme une tentative d'acheter son affection. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas être sauvée, et il la croyait. Mais vouloir et avoir besoin étaient 2 choses complètement différentes. Il devait y avoir un moyen de lui apporter son soutien sans qu'elle se sente comme une assistée sociale. Une façon de l'aider qui préserverait sa dignité tout en allégeant le fardeau qu'aucune jeune femme ne devrait avoir à porter seule. La réponse lui vint progressivement, comme l'aube se levant à l'horizon. Pas un sauvetage, mais une opportunité. Pas de la charité, mais un investissement dans la personne qu'elle était en train de devenir, plutôt qu'une compensation pour la personne qu'elle aurait pu être. Marcus sortit son téléphone et commença à prendre des notes, son esprit d'homme d'affaires, ayant enfin trouvé un problème qu'il pouvait résoudre sans causer plus de tort. Au matin, il avait élaboré les grandes lignes d'un plan. Rien de spectaculaire,
ni d'écrasant, juste une série de petits gestes qui pourraient démontrer son engagement sans déclencher son instinct de défense. Un poste de consultante dans son entreprise qui mettrait à profit sa formation en arts libéraux. Une assurance maladie comme avantage social standard. Un salaire qui lui permettrait de quitter son deuxième emploi et peut-être même de poursuivre des intérêts autres que la simple survie. Mais d'abord, il devait passer la journée la plus longue de sa vie à attendre son appel. Marcus arriva à son bureau plus tôt que d'habitude, en partie à cause de son insomnie et en partie parce que le travail semblait être la seule chose qui pouvait le distraire du téléphone qui restait obstinément silencieux. Son assistante, Jennifer, remarqua immédiatement que quelque chose avait changé chez lui. Après 8 ans passés à gérer son emploi du temps, elle avait développé une capacité presque surnaturelle à lire ses humeurs. « On dirait que vous avez vu un fantôme », dit-elle en posant son café sur le bureau, avec son efficacité habituelle. « Quelque chose comme ça », répondit Marcus, en fixant son téléphone comme s'il pouvait le faire sonner par la seule force de sa concentration. La matinée s'écoula avec une lenteur insupportable. Marcus se surprit à vérifier son téléphone toutes les quelques minutes, son attention se fragmentant pendant les réunions qui exigeaient normalement toute sa concentration. Ses collègues remarquèrent sa distraction, mais étaient trop polis ou trop intimidés pour le lui faire remarquer directement. Seul Robert Chen, son directeur des acquisitions, eut l'audace d'exprimer ce que tout le monde pensait. « Tu ne sembles pas dans ton assiette aujourd'hui, Marcus. Tout va bien ?» La question resta en suspens pendant leur déjeuner de travail, dans le bruit ambiant du club privé, où Marcus menait la plupart de ses affaires importantes. L'ironie de la question de Chen ne lui échappa pas. Voici un homme dont le nom de famille le reliait à la famille qui avait enlevé sa fille, et qui s'inquiétait pour son bien-être avec ce qui semblait être une sincère attention. « Des affaires de famille, » répondit Marcus avec prudence, pesant ses mots. Depuis combien de temps n'avait-il pas eu de véritables problèmes familiaux à régler? Chen acquiesça d'un signe de tête, compréhensif. Ce sont souvent les négociations les plus difficiles. Les dynamiques familiales suivent rarement les mêmes règles que les relations professionnelles. Cette observation était plus perspicace que Chen ne le pensait probablement. Marcus avait passé tant d'années à aborder chaque relation comme une transaction qu'il avait oublié comment naviguer dans le domaine chaotique et imprévisible des relations humaines authentiques. Avec Sarah, il n'y avait pas de contrat à signer, pas de conditions à négocier, pas de critères clairs pour mesurer le succès ou l'échec. Il n'y avait que le saut dans l'inconnu, en espérant que l'amour suffirait à combler le fossé du temps perdu. À 3 heures, Marcus avait abandonné tout semblant de productivité. Il avait annulé ses rendez-vous de l'après-midi et se retrouvait à rouler dans la ville, sans destination particulière, juste avec le besoin de bouger, de faire autre chose que de rester assis dans son bureau, à fixer un téléphone silencieux. Sans but précis, il s'est retrouvé garé en face du Golden Lily, observant la foule du déjeuner entrer et sortir du restaurant où son monde avait basculé la veille au soir. Le bâtiment semblait différent à la lumière du jour, plus ordinaire en quelque sorte. La magie qui l'avait transformé en théâtre de retrouvailles impossibles s'était estompée avec le soleil matinal, ne laissant que des briques, du verre et la réalité banale du commerce. Mais quelque part, à l'intérieur de ce bâtiment ordinaire, sa fille avait passé des années à servir des repas à des inconnus, sans jamais savoir que son père la cherchait dans tous les mauvais endroits. Son téléphone sonna enfin, à 4h17 de l'après-midi. Marcus faillit le laisser tomber dans sa hâte de répondre, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, lorsque le nom de Sarah apparut sur l'écran. « Allô » dit-il, essayant de ne pas laisser transparaître son espoir désespéré dans sa voix. « Salut » répondit Sarah, et il pouvait entendre le bruit de la circulation en arrière-plan, les sons d'une ville qui continuait à bouger, même lorsque des vies individuelles étaient en jeu. J'ai pensé toute la journée à la nuit dernière, à ce que cela signifie, à ce qui va se passer ensuite.
Et à quelle conclusion es-tu arrivé ? Demanda Marcus, craignant de respirer trop profondément, de peur de gâcher ce fragile moment de connexion. Il y eut un long silence, rempli des bruits ambiants du monde de Sarah. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix trahissait le poids d'une décision qui lui avait clairement coûté un combat intérieur considérable. « Je veux essayer, dit-elle simplement. Je ne sais pas comment ça va se passer, et j'ai peur d'être à nouveau blessée, mais je pense que j'ai besoin de savoir qui tu es vraiment. Qui nous pourrions être ensemble ?» Le soulagement qui envahit Marcus était si intense qu'il en eut le vertige. Il s'était préparé à un rejet, à la possibilité qu'une nuit de révélation soit tout ce qu'ils auraient jamais. Mais elle choisissait de prendre le risque de s'aventurer dans le territoire inconnu d'une relation, malgré toutes les raisons qu'elle avait de se protéger. « À quoi cela ressemblerait-il » demanda Marcus. « Comment commencer quelque chose qui aurait dû commencer il y a 27 ans ?»« Lentement, » répondit Sarah, et il pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Peut-être un dîner quelque part ailleurs que sur mon lieu de travail. Tu pourrais peut-être me parler de l'homme qui a acheté ce médaillon, de qui tu étais avant que tout ne tourne mal. »« J'aimerais ça plus que tu ne peux l'imaginer, » dit Marcus. « Quand ? Demain soir ? Il y a un petit restaurant italien près de chez moi. Rien d'extraordinaire, mais la cuisine est authentique, et le vin ne coûte pas plus cher que mon loyer. » Marcus sourit en entendant la douce taquinerie dans sa voix. Elle lui apprenait déjà que le monde au-delà de sa bulle isolée de richesse avait ses propres mesures de valeur, ses propres définitions de la qualité qui n'avaient rien à voir avec les étiquettes de prix ou le prestige. « Envoie-moi l'adresse par SMS, dit-il. Je serai là. »« Marcus, » dit Sarah, utilisant son prénom pour la première fois, et le son de sa voix était comme un cadeau dont il ne savait pas qu'il avait besoin. « Merci de ne pas avoir abandonné. De ne jamais avoir cessé de chercher. »« Merci d'avoir eu le courage de me laisser te retrouver, » répondit-il. Après avoir raccroché, Marcus resta assis dans sa voiture pendant encore 20 minutes, observant la scène ordinaire qui se déroulait devant lui, avec un regard extraordinaire. Les gens passaient, chacun avec ses propres histoires cachées, ses propres pertes secrètes et ses découvertes inattendues. Quelque part dans la ville, sa fille terminait sa journée de travail et se préparait à faire un nouveau saut dans l'inconnu. Demain soir, ils partageraient un repas et commenceraient le délicat travail d'apprendre à se faire confiance. Le soleil se couchait derrière les immeubles, peignant le ciel de nuances orange et dorées que Marcus n'avait pas remarquées depuis des années. Pour la première fois depuis son divorce, l'avenir lui semblait être quelque chose qui valait la peine d'être anticipé plutôt que quelque chose à endurer. Il avait retrouvé sa fille et, contre toute attente, elle était prête à le laisser essayer d'être son père. Ce n'étaient pas les retrouvailles de contes de fées qu'il avait imaginées pendant les nuits les plus sombres des 27 dernières années. C'était quelque chose de mieux. C'était réel, compliqué, fragile et plein d'un espoir qui ne pouvait exister qu'entre deux personnes qui avaient appris que l'amour valait la peine de risquer d'avoir le cœur brisé. Alors que Marcus rentrait enfin chez lui, il réalisa que tout ce qu'il avait construit pendant l'absence de sa fille n'avait été qu'une préparation à ce moment. Le succès, la richesse, l'influence, tout cela n'avait aucun sens sans quelqu'un avec qui le partager. Mais maintenant, enfin, il avait la chance de découvrir quel genre d'homme il pourrait devenir lorsque l'amour serait sa motivation première, plutôt qu'une réflexion après coup. L'appartement terrasse lui sembla différent lorsqu'il franchit la porte ce soir-là. Toujours aussi calme, mais plus vide. Demain soir marquerait le début de ce qui allait suivre, et pour la première fois depuis des décennies, Marcus Holloway était sincèrement impatient de découvrir ce que cela allait être. 6 mois plus tard, Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte du nouvel appartement de Sarah, la regardant ranger des livres sur les étagères qu'il l'avait aidé à choisir le week-end précédent. L'espace était modeste, mais baigné de lumière, une amélioration spectaculaire par rapport au studio qu'elle avait été contrainte d'habiter pendant si longtemps.
Elle avait accepté son offre d'emploi chez Holloway Industries, non pas dans un poste créé de toutes pièces pour apaiser sa culpabilité, mais en tant que véritable contributrice à la nouvelle initiative communautaire de l'entreprise. La transition ne s'était pas faite sans heurts. Il y avait eu des dîners embarrassants où la conversation semblait forcée, des moments où le poids des années perdues pesait sur eux deux comme une présence physique. Sarah avait eu du mal à accepter de l'aide, considérant chaque geste de soutien à travers le prisme de quelqu'un qui avait appris que la gentillesse avait souvent un coût caché. Marcus avait lutté contre son envie de résoudre tous ses problèmes immédiatement, apprenant peu à peu qu'être un père signifiait respecter son autonomie, même lorsque son instinct lui criait de la protéger de toutes les difficultés. Mais petit à petit, ils avaient trouvé leur rythme. Les dîners hebdomadaires étaient devenus des rendez-vous autour d'un café 2 fois par semaine, puis des SMS tout au long de la journée, sur tout et rien. Sarah lui avait fait découvrir son univers de restaurants honnêtes et de librairies d'occasion, tandis que Marcus lui avait montré les aspects de sa réussite qui comptèrent vraiment, les fondations caritatives et les programmes de bourse d'études qui étaient nés de son besoin de trouver un sens au-delà des marges bénéficiaires. L'éléphant en peluche nommé Peanut trônait désormais sur son étagère, non plus caché dans une boîte, mais exposé avec la dignité d'un souvenir précieux, enfin reconnu. À côté se trouvait une photo, encadrée de leurs premières vraies vacances ensemble. Une semaine à la montagne, où ils avaient discuté jusqu'au lever du soleil et découvert qu'ils partageaient le même caractère obstiné et le même sens de l'humour pince sans rire. « Tu sais, dit Sarah sans lever les yeux de ses cartons, je rêvais d'avoir un père qui viendrait m'aider à déménager. Je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait à 28 ans et qu'il insisterait pour engager des déménageurs professionnels parce qu'il avait peur que je me blesse le dos en soulevant des cartons. » Marcus rit, plus facilement qu'il ne l'avait fait depuis des décennies. « J'ai beaucoup de retard à rattraper. 27 ans de parentalité surprotectrice, condensés dans le temps que tu m'accorderas. C'est une condamnation à perpétuité, prévint Sarah, mais son sourire adoucit ses paroles. Tu es sûr d'être prêt pour un tel engagement ? En regardant sa fille, cette femme remarquable qui avait survécu à tout ce que le monde lui avait infligé et qui choisissait encore de croire en la possibilité d'une relation, Marcus sentit la dernière partie de son cœur soigneusement gardée, enfin capituler. L'empire qu'il avait bâti n'avait aucune importance comparé à ce moment ordinaire, dans un appartement baigné de soleil, où il regardait quelqu'un qu'il aimait créer un foyer. « Je n'ai jamais été aussi près de ma vie, dit-il, et il le pensait sincèrement. Parfois, les transformations les plus profondes commencent par les moments les plus simples. Une rencontre fortuite dans un restaurant, une voix qui semble familière, un médaillon qui porte le poids de plusieurs décennies. L'histoire de Marcus et Sarah nous rappelle que l'amour ne s'annonce pas toujours en fanfare et en feu d'artifice. Parfois, il murmure entre deux inconnus, attendant patiemment le moment où les cœurs seront enfin prêts à reconnaître ce qu'ils ont toujours recherché. Les familles que nous perdons et celles que nous trouvons sont tout aussi précieuses, tout aussi capables de guérir des blessures que nous pensions permanentes. Et parfois, si nous avons beaucoup de chance, elles s'avèrent être la même famille, attendant simplement le bon moment pour rentrer à la maison.